Bon, je propose qu'on attende un petit peu encore que certaines personnes arrivent. Comme il pleut, théoriquement, il y a peut-être plus de monde, on ne sait pas. Donc, go. Laurent, tu nous diras. C'est bon? D'accord. Eh bien écoutez, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente, Christophe Martin-Brisset, de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Donc déjà, avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs de la manifestation. Donc on a deux belles associations, la Société astronomique de France et la Société astronomique de Montpellier. J'ai mis par ordre alphabétique pour éviter toutes les subtilités. Donc bravo pour tout ce que vous faites et l'organisation. Et donc effectivement, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, pas toutes les personnes qui sont venues faire de l'astronomie ici, c'est l'aspect de la qualité de la nuit, de la pollution lumineuse. C'est-à-dire qu'on est à la recherche du ciel le plus noir possible, donc au plus loin de la pollution lumineuse. Alors là, je commence par une image qui a été prise par un Français qui est mondialement connu, Thomas Pesquet. Et quand vous avez vu la navette, pardon, pas la navette spatiale, mais la station spatiale internationale, qu'on a vu plusieurs nuits de suite, donc vous la voyez, un petit point lumineux qui se déplace dans le ciel, et bien là, c'est la contrepartie. C'est quand la station arrive, après avoir traversé l'océan Atlantique, arrive au large de la France, donc au premier plan, vous voyez la Bretagne, Rennes Métropole, enfin voilà, tout le littoral français, avec l'île d'Oléron, l'île de Ré, voilà. Nantes, Rennes, Tours, Orléans, Paris. Mais nous, on est par là-bas, on est hors champ. Alors ça, c'est une image qui est intéressante aussi. Bon, on manque un peu de contraste, mais on voit la courbure de la Terre. Donc ça, c'est intéressant pour nos amis américains. Ça leur confirme que la Terre est ronde. Ça peut être intéressant pour eux. Donc, ce que l'on voit de l'espace, nous, de la Terre, on voit ce gros point lumineux qui se déplace dans le ciel. Mais inversement, depuis la station spatiale, on voit une constellation de points lumineux de magnitude négative. Donc tout ça, c'est vraiment la lumière qui est gaspillée vers l'espace. Mais c'est une pause courte, c'est-à-dire que c'est un temps de pause très rapide, et on voit que le cœur des halos de pollution lumineuse. Donc au niveau de l'association, on a réalisé une carte nationale qui, elle, va modéliser la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, puisque malheureusement la lumière ne reste pas physiquement au niveau des communes, elle se diffuse plus ou moins rapidement dans les basses couches de l'atmosphère et donc crée les fameux halos de pollution lumineuse. Donc là on essaie de s'extraire au maximum des halos de pollution lumineuse et on voit les littoraux, bien sûr, les fleuves, les rivières et en contrepartie tout ce qui est relief, et où il y a moins de population, les zones où il y a moins de population, automatiquement, il y a moins de pollution lumineuse. Donc la qualité de la nuit est de meilleure qualité, tout naturellement. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en phase à l'image des 12 millions de points lumineux. Donc on va dire en hiver, c'est 22h, 21h, quand tout le monde est en fonctionnement. En bas, je vous ai rappelé l'échelle de Bortle, donc qui donne la qualité de la nuit en fonction des codes couleurs. Donc effectivement, vous avez compris, pour voir un ciel de meilleure qualité, il faut aller dans les parties les plus sombres, les plus noires, et inversement, dans le rouge, c'est là où vous voyez le moins d'étoiles et moins de galaxies et de nébuleuses. Alors une petite présentation très rapide de l'NPCN, donc c'est une association qui est nationale. On a fêté les 25 ans dernièrement, là on a fait notre assemblée générale. Donc ceux qui n'étaient pas membres, vous avez loupé, mais bon, ouais. On a fait notre assemblée générale à l'Observatoire de Haute-Provence, là en mai dernier, c'était vraiment un cadre idyllique. Et donc on a un réseau d'une 40aine de correspondants, donc on est tous des bénévoles. Et ça permet de rencontrer des élus, d'avoir des démarches auprès des collectivités, des agglomérations, au niveau du ministère de l'Environnement. Et on a des partenaires, comme l'Association des maires de France, les éco-maires, enfin, je vous détaillerai un peu plus en détail par rapport aux villes et villages étoilés, puisque c'est aussi un label qu'on a développé. On a une revue de presse, alors que maintenant qui est dématérialisée, qui est de façon informatique, par email, des plaquettes, des mesures du fond de ciel, des SQM. D'ailleurs, au niveau de l'Observatoire de Haute-Provence, on est en train de lancer une opération qu'on a appelée Pégase, qui va mesurer la qualité de la nuit pendant un trimestre. Donc ça, ils sont très intéressés par cette manip.
Et on a une charte d'engagement des communes, et puis on a aussi le label des villes et villages étoilés, donc on en est à la 9e édition. J'en parlerai un peu plus tard. Alors qu'est-ce que c'est que la pollution lumineuse? Bon, la plupart d'entre vous le savent, mais donc c'est l'excès de lumière artificielle créée par l'homme qui est diffusée dans l'environnement, qui va impacter le fond de ciel. Donc pour nous astronomes, effectivement, on dégrade la nuit, mais c'est qu'un aspect en réalité, puisque c'est surtout un impact sur la biodiversité nocturne, c'est un impact sur sur le coût de la vie, hein, puisque ça consomme de l'énergie. Donc même si vous ne pensez pas être concerné par la pollution lumineuse, vous l'êtes par vos impôts locaux, par les taxes que vous payez, c'est un coût. D'ailleurs, l'éclairage public est le premier poste de consommation électrique des communes. Donc, consommation électrique dit coût énergétique et dit argent. Alors, voilà concrètement à quoi ressemble un ciel en France en pleine. Vous avez les halos lumineux, hein, classiquement. Vous êtes à 10-15 km d'une grande ville, en direction de la commune, vous avez un gros halo de pollution lumineuse. Pour vous donner l'échelle, là c'est la Grande Ourse qui apparaît ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. C'est que dans les années 50, on avait encore un ciel qui était rural, mettons un ciel de qualité, et puis une 40 années plus tard, en début des années 2010, le même site, vous voyez, c'est complètement dégradé, puisqu'il y avait une augmentation du nombre de points lumineux, de puissance, une mauvaise direction des flux. Voilà, donc il fallait absolument faire quelque chose, et la NPCN est née à la fin des années 1999, donc effectivement, on a créé une association pour lutter contre ce phénomène. Donc on était précurseurs à ce sujet. Et puis voilà aussi une vue plus globale, donc c'est pas une seule image satellite, en réalité c'est une mosaïque qui a été additionnée pour faire un panoramique, mais en 1992 et puis maintenant. Enfin c'est même plutôt maintenant, il y a 10 ans, on va dire. Hein. Donc là vous voyez très bien le delta du Nil, Israël, la Belgique, Paris, Londres. Mais on va voir des choses positives plus loin, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je vous disais, c'est un impact multifactoriel. Hein. C'est effectivement pour le ciel des astronomes, effectivement c'est préjudiciable, mais c'est surtout un impact financier sur la santé humaine et bien sûr sur la biodiversité. Donc c'est des pistes qu'il faut mettre en avant quand on rencontre les élus. On ne va pas leur dire le ciel est dégradé, j'ai du mal à observer les galaxies. Ça ne sera pas très porteur en réalité. Il faut mieux aborder l'aspect énergétique puisqu'on est dans les plans de sobriété depuis octobre 2022. Alors, impact sur la biodiversité, mais aussi impact biodiversité animale, mais aussi la flore. Ce que vous voyez sur ces images-là, on voit très bien qu'en automne, les parties qui sont éclairées par les feuilles qui sont éclairées par un éclairage style canon de lumière pour éclairer cette statue, eh bien les feuilles ne tombent pas. Hein, pour l'arbre, c'est encore l'été. Donc là, concrètement, vous pourrez faire l'expérience à l'automne prochain, vous verrez très bien les arbres qui sont éclairés, les parties qui sont éclairées, les feuilles tomberont plus tard, une semaine à 15 jours plus tard. Donc il y a vraiment un impact flagrant sur la flore aussi. Alors pour nous, effectivement, en réalité, c'est que la lumière artificielle, donc la lumière qui va pénétrer dans la chambre à coucher, va perturber votre cycle de sommeil. D'ailleurs, à ce sujet-là, les 3 ennemis du soleil, hein, parfaitement reconnus, le bruit, tout le monde s'en rend compte, il n'y a pas de problème, la chaleur et la lumière. Alors vous voyez le cocktail que ça peut donner en période caniculaire, quand vous êtes en centre-ville, si vous êtes urbain, si vous ouvrez vos fenêtres, vous avez la lumière qui va rentrer, qui vous empêche de dormir, vous avez le bruit de la ville qui va rentrer, ça devient cauchemardesque. Donc effectivement, dans le cadre du réchauffement climatique, il y a un impact sur la santé humaine qui va arriver, qui va être assez catastrophique. Et d'ailleurs, c'est tout nouveau. On a un partenariat au niveau national, c'est le COFRAD, c'est le Centre français des associations de l'aide à l'enfance. Et là, l'État, il y a une opération interministérielle qui va se déclencher sur la qualité du sommeil. Là, ça vient juste d'arriver. Donc, il y a une prise en compte de la qualité du sommeil. Et c'est tous les aspects de limiter le bruit dans l'environnement qui va aussi limiter, si on baisse la lumière, si on fait des extinctions nocturnes, naturellement, les gens deviennent moins bruyants et ça améliore la qualité du sommeil des riverains. Donc, ce qui se passe, la nature est bien faite, l'homme fait partie du cycle du vivant et nous sommes régis par un cycle circadien. C'est-à-dire qu'on a une horloge interne qui pilote alors les hormones, la température corporelle, le sommeil, et effectivement,
en début de soirée, quand vous avez ce fameux petit coup de mou, là, un coup de fatigue, c'est normal, c'est votre organisme qui va générer une hormone qu'on appelle la mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est vers 9h post-méridien, donc 21h. À ce moment-là, commence à avoir une production de mélatonine, et c'est la fameuse hormone du sommeil, qui vous permet de vous endormir, mais qui est inhibée par la lumière artificielle, et en l'occurrence, par une certaine fréquence, la lumière bleue. Donc c'est pour ça qu'on dit ne pas utiliser d'écran d'ordinateur, de smartphone, parce que vous allez avoir cette couleur qui va bloquer la sécrétion de la mélatonine. Et inversement, en fin de nuit, eh bien là, pour vous réveiller, c'est la cortisone, le cortisol qui va arriver, notre hormone qui vous permet de vous réveiller. Alors, sur les insectes, effectivement, là, c'est assez catastrophique, puisque la lumière artificielle est la deuxième cause de disparition des insectes après les produits phytosanitaires, on entend parler beaucoup en ce moment. Et donc, un simple point lumineux dans une zone naturelle qui va rester allumé va attirer des insectes, ou au contraire, donc il y a les insectes lumifuges ou lumiphobes, donc ceux-là vont vouloir partir, et ceux qui restent sont surprédatés par les chauves-souris, enfin les insectes, les autres prédateurs. Donc, eh bien, ça va, entre guillemets, stériliser une zone en 2-3 ans, voilà. Et sachant que les insectes nocturnes sont nettement plus nombreux que les insectes diurnes, à peu près le ratio c'est 300-3000. Et c'est surtout les insectes qui, eux, nocturnes, qui vont polliniser les fleurs. Donc c'est pas que les abeilles, loin s'en faut. Donc il est vraiment important de protéger la biodiversité nocturne. Voilà, donc les insectes réalisent la pollinisation. Et là, c'est une petite image qui a été faite par Wapiti. On a travaillé avec eux sur un petit journal pour les jeunes, pour les enfants, expliquant les avantages d'un bon éclairage et des extinctions au cours de nuit. Voilà, donc la lumière artificielle a un impact sur les rythmes circadiens, donc nous compris, participe à la fragmentation des habitats, détruit les espèces et les écosystèmes, voilà, perturbe la vision du ciel étoilé, alors on est concerné, et cela depuis que la Terre existe, depuis que la Terre tourne sur elle-même, il y a toujours eu une alternance jour-nuit. Là, on ne peut pas modifier cette alternance, on ne peut pas empêcher la rotation de la Terre, mais sauf qu'on injecte une lumière artificielle en quantité, et là, ça perturbe grandement les écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs pistes. On peut jouer sur la direction des flux lumineux. Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'on va utiliser, maintenant, depuis décembre 2018, il y a un arrêté ministériel sur lequel nous avons travaillé avec le ministère de l'Environnement. Il y a un arrêté qui stipule, même c'est même obligatoire, on ne peut plus installer de lampadaire qui éclaire vers le ciel. Un type boule lumineuse, tout ça, c'est complètement prohibé. On doit installer des matériels qui éclairent que vers le bas. Et là, je vous ai mis 2 générations, tout ce qui est interdit à gauche et ce qui est autorisé à droite. Donc vous voyez très bien qu'à gauche, eh bien, les lanternes qui sont en bas diffusent carrément sur les façades. Donc les gens qui habitent dans les pièces de vie ou les chambres à coucher qui sont ici, ils sont noyés de lumière. Donc ça n'existe plus, ça ne peut plus être installé. Maintenant, ce qu'on installe, c'est des matériels qu'on appelle défilés, ou Euler 0 en anglais. C'est-à-dire que la lumière est canalisée vers la zone utile, vers le bas. Donc effectivement, il y aura comme le rebond de la lumière sur le sol, donc l'effet d'albédo, mais la lumière est canalisée vers le bas. Avec un petit zoom de plus près. Donc là, peu importe la technologie, vous pouvez mettre des ampoules sodium haute pression ou des LED. Là, pour l'instant, je ne parle pas de type de source lumineuse, mais de la façon dont on émet la lumière. Et là, on a un bloc LED, certainement, mais vous remarquez que maintenant, les lanternes sont sans verres latéraux. C'est vite la maintenance, ça évite l'encrassement. Donc vous savez, les aspects techniques, les aspects coûts, et là, tout de suite, quand on a expliqué ces choses-là auprès des collectivités, effectivement, c'est des économies. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Et puis les constructeurs, ils sont un peu contraints maintenant. En France, ils proposent que des matériels théoriquement comme ça. Alors, la lumière se diffuse très loin. En réalité, ce que je disais au début, ça crée les halos, mais la lumière diffuse très très loin. Si vous regardez ce panorama qu'on a réalisé au pic du Midi, donc c'est un 180 degrés vers la plaine de Toulouse, pourtant on est déjà en très haute altitude, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, eh bien on voit les sources distinctement, donc ils remontent vers le ciel. Donc théoriquement, c'est une image qui date d'une quinzaine d'années.
Théoriquement, ça devrait moins être marqué si les parcs de matériel ont été changés. Et on voit très bien, là, le halo qui est très marqué sur l'horizon ici, c'est le halo de l'agglomération de Toulouse. Alors, on part des très mauvais lampadaires, type boule lumineuse. Donc ça, en France, niet. Hein. Ça aussi, c'est proscrit. Ça commence à être bon, mais il faut tendre vers le matériel qui éclaire vraiment vers le bas, vers la zone utile. Et pas dans le jardin des voisins et pas dans la chambre à coucher de l'autre personne, puisque l'éclairage public, c'est pour éclairer sur la voie publique, hein, pas sur la zone privée. Donc les personnes qui vous disent « Ah oui, je vois plus trop dans mon intérieur », non, vous installez votre propre éclairage et puis c'est comme ça. Alors, voilà, chose très simple à faire. On parle de l'éclairage public, mais l'éclairage privé, donc industriel, est lui aussi concerné. Par exemple, là, dans le cas présent, on a travaillé avec une zone industrielle sur la zone de Sochaux-Montbéliard. Toute une zone industrielle a été traitée, revue, avec de l'extinction nocturne. Et là, un exemple, un technicien qui est simplement, vous voyez, sans changer de matériel, on l'a mis en configuration UR0. C'est-à-dire qu'on était complètement incliné à 45 degrés avant. Donc vous imaginez bien que la lumière s'en allait effectivement horizontalement, mais aussi très haut vers le ciel. Maintenant, la lumière est canalisée vers la zone utile, vers le bas. Et il y a de la détection de présence qui a été installée à certains endroits. Donc, vraiment, il y a une réflexion, une évolution de sobriété lumineuse. Et il y a beaucoup de groupes industriels qui sont dans cette démarche de trame nocturne. Alors, on peut penser à Suez, à qui nous sommes en relation, on a Storengy, on a l'Institut français national du pétrole énergie nouvelle, qui se sont lancés dans une dynamique de sobriété énergétique. Bon, pour eux, c'est une toute petite marge d'énergie, mais surtout, c'est une grande progression dans leur image environnementale. C'est ça qui est important. Voilà, donc, typiquement, là, c'est le cas d'une communauté de communes qui s'appelle le Grand Chambord, donc c'est dans le centre de la France. Et maintenant, les matériels, tous les matériels qui sont installés sont de 3 types. Donc éclairage de bourg, éclairage de lotissement, éclairage routier. Bon, celui de bourg, c'est celui de style, hein, bien sûr, mais les 3 éclairent que vers le bas. Et en plus, ils ont installé des puissances qui sont vraiment, qui respectent l'arrêté ministériel, donc pas plus de 20 lumens par mètre carré, enfin, c'est vraiment très bien, et avec une bonne température de couleur. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a 2 technologies qui cohabitent, le nouveau et les anciens. Les anciens, c'est ceux-là, vous voyez, c'est des lanternes de style avec des petites vasques, enfin, des petites vitres translucides. Donc là, ça rediffuse énormément. Et bien ça sera remplacé par ces nouvelles lanternes qui sont avec source complètement encastrée. Et les voisins en sont vraiment ravis parce qu'ils n'ont plus du tout cette lumière qui était éblouissante. Et voilà, tout le monde est vraiment content, et monsieur le maire, d'autant plus qu'il a été labellisé village étoilé grâce à sa démarche. Alors, j'aborde un petit peu rapidement quand même le sujet des couleurs, des lampes, parce que quand vous voyez une lampe dehors, si on fait un spectre, si on décompose la lumière de cette lampe, eh bien, il y aura du bleu. Il y a toute la composition du spectre. On va de l'infrarouge aux ultraviolets, qu'on ne voit pas. Mais par exemple, une lampe LED, puisqu'on parle beaucoup des lampes LED, si vous installez une lampe LED, vous voyez, il y a un immense pic dans le bleu, à peu près 470 nanomètres. Alors la même LED de 3000 Kelvin, qui est un peu plus chaude, on a encore ce pic, et puis la 2700, le pic est pratiquement effacé. Mais pour nous, c'est toujours mauvais, parce que les insectes voient fortement cette lumière bleue, et c'est toujours une lumière bleue qui va inhiber votre sécrétion de la mélatonine. Donc il faut vraiment tendre vers des LED maintenant, on va dire plutôt très chaudes, donc 2200, 2004, 2200, voire 1800 Kelvin. Donc ce qu'on appelle des LED ambrés. Et ça se développe. L'exemple, la ville de Paris, le 12e arrondissement, le bois de Vincennes sera équipé de LED en 2200 et dans les zones plus proches des pièces d'eau en 1800 Kelvin. Vous voyez, une prise de conscience et avec des matériels en extinction nocturne où c'est possible, ou avec détection de présence pour les zones fréquentées. Et on a fait des suivis satellitaires et on voit vraiment une baisse de la lumière émise vers le ciel. Ce tableau-là de toutes les couleurs, c'est une synthèse que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'association.
C'est un document qu'on a réalisé avec le MEB, la mission économie de la biodiversité, la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est une synthèse, parmi tant d'autres, mais qui vous montre les impacts des différentes couleurs sur tous les taxons. Donc des poissons d'eau douce, marins, crustacés, amphibiens, voilà, oiseaux, mammifères, voilà. Et on se rend compte que le violet impacte toutes ces espèces. Le bleu, pareil, le vert, pratiquement. Donc les couleurs, entre guillemets, les moins impactantes sont le jaune, orange. Donc ça correspond bien aux 1200 et 1800 Kelvin. Alors là, pour simplifier au maximum les choses, on a fait récupérer des documents, voilà, on a fait une petite synthèse. Voilà, il faut partir de ce qui est prohibé complètement en France maintenant, les éclairages multidirectionnels. Donc on fait un éclairage qui éclaire que vers le bas, on évite, on arrête le blanc, on éclaire en blanc chaud, on a une intensité raisonnable et on pratique une extinction nocturne ou de la baisse de puissance ou de la détection de présence. Bon, actuellement en France, il y a plus de 15 000 communes qui font l'extinction nocturne en cours de nuit, donc on est dans cette phase-là. Et là, c'est la synthèse des couleurs qui sont interdites maintenant. En France, vous ne pouvez pas installer de 4000 Kelvin. Hein. Pour l'instant, ce qui est autorisé, c'est le 3000 Kelvin au plus froid. Si vous regarderez ce soir, là, il y a des lampadaires à LED qui sont juste à côté. On est sur du, je pense qu'on va être sur du 2600 Kelvin. Voilà, donc prohibé, interdit, et il faut privilégier plutôt ces jaunes. Finalement, c'est ce qu'on avait en sodium haute pression. Hein. Dans les années 80-90, on a eu des sodium haute pression partout en France qui s'est développé. Eh bien, il faut rester dans cette température de couleur, mais avec une bonne direction des flux. Alors aussi, une solution qui est intéressante, quand vous faites l'extinction en cours de nuit, d'ailleurs au petit passage, je rappelle que si une commune fait l'extinction en cours de nuit, le maire, le conseil municipal a tout intérêt à faire un arrêté municipal qui stipule une extinction en cours de nuit, par exemple avec les horaires, comme ça, il est protégé, il est dans la réglementation, et la population est au courant qu'il y a une extinction. On peut effectivement peut-être rajouter un petit panneau extinction la nuit, mais ça, c'est pas obligatoire. Par contre, en participant à un ville et village étoilé, là, on peut avoir un label qui met en valeur que la commune fait une action concrète. Alors, quand vous faites l'extinction en cours de nuit, les voitures ont un éclairage qui est même très puissant maintenant, eh bien, on peut installer des éclairages dits passifs. Donc, c'est qui réfléchit la lumière des voitures. Alors, il y a les fameuses bandes réfléchissantes catadioptriques, mais on a aussi ce qu'on appelle les yeux de chat, c'est des petites billes en verre qui réfléchissent, vous voyez, on les voit en action, qui réfléchissent la lumière des véhicules de façon multidirectionnelle. Donc on a une voiture qui arrive dans ce sens-là, la lumière revient vers la source, donc ça peut fonctionner avec plusieurs véhicules en même temps. Et puis ce qui est important aussi, c'est avoir un très bon marquage au sol. On a plusieurs cas de communes où les éclairages ont été refaits, les routes refaites, mais l'éclairage médian pas bien fait. C'est-à-dire que quand il pleut, vous ne voyez pas où vous vous situez sur la chaussée. Donc finalement, un bon marquage au sol, tout simple, eh bien, ça permet à l'automobiliste de bien se positionner sur la route. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors que l'éclairage est fonctionnel. Alors, un petit aspect sur l'aspect sécurité, parce que ça, c'est souvent ce qui est mis en avant. Oui, attention, on va se faire agresser dans la rue. Bon, alors il y a des gens, ils se rendent même pas compte qu'il y a une extinction à la nuit, parce que si on fait l'extinction à minuit jusqu'à 5 heures du matin, il y a déjà 90% des gens qui dorment. Les 10%, c'est peut-être des astronautes, on sait pas trop. Mais bon, et aussi on a des statistiques. Donc par exemple, on sait qu'au niveau des assurances, la période la plus critique pour les vols chez vous, hein, c'est pas la nuit, c'est entre 14h30 et pratiquement 16h, hein, 15h30. C'est là où les vols se produisent. C'est pas la nuit. Et là, c'est une chose très intéressante, puisqu'on a été auditionné par l'Assemblée nationale dans le cadre de la révision de l'arrêté ministériel. Enfin, c'était en décembre de l'année passée. Et parmi les auditionnés, il y avait la commune de Faches-Tumidil. Alors, c'est une commune qui jouxte Lille. C'est une commune quand même assez conséquente, hein, 18 000 habitants, 18 300, et se sont lancés dans une extinction en cours de nuit en août 2022. Et ces courbes que vous voyez, c'est les courbes de cambriolage, hein, donc en haut, et en bas, c'est les coups de blessures volontaires, donc c'est les agressions physiques. Eh bien, il y a une baisse de ces deux facteurs-là. Et c'est des chiffres qui ont été donnés par la police nationale de la zone.
Donc on voit très bien que dès 2022, ils ont commencé en août 2022, donc l'année n'était pas complète. On voit déjà une baisse par rapport aux années précédentes. Et pour tout ce qui est blessure-coup volontaire, vous voyez, déjà, dès ce moment-là, ça a baissé. Bon, pour l'instant, ça s'arrête en 2023. Donc on espère qu'ils vont nous communiquer leurs chiffres de 2024. Mais vous voyez, il y a quand même une cohérence. Donc finalement, ça voudrait plutôt dire que laisser éclairer tout le temps, c'est insécuritaire. Ça dépend des villes, hein. Mais bon, voilà. Alors, des exemples concrets. On va faire des avant-après. Vous allez voir ce que ça peut donner. Là, c'est une commune dans le Loir-et-Cher. Donc, c'est une commune qui a refait son éclairage dans une rue. Et auparavant, vous aviez... Alors ça, c'est intéressant parce que je vais profiter pour faire une photo où les deux matériels étaient concomitants, avant qu'ils soient déposés. Donc, ce qu'ont été déposés, ce sont les lanternes. Alors, sur crosse, vous voyez, avec une petite vasque bombée. Donc, comme ça, on dit, bah, ça diffuse pas trop la lumière. Mais vous voyez ce que ça donnait de nuit. Et dedans, il y avait des lampes sodium haute pression de 100 watts. Et l'ensemble a été remplacé par des lanternes de style, avec source encastrée. Et au lieu de mettre des lampes de 100 watts, j'aurais proposé de mettre des lampes de 70 watts, parce que le flux est plus concentré vers le bas. Donc avant, voilà, on éclairait bien les façades, les riverains, les chambres à coucher. Là, on était bien éclairé. Et après, la lumière est parfaitement canalisée vers le bas. Et en plus, en mesurant luxmètre, on a plus de lumière au sol qu'avant. Et bien sûr, les habitats ne sont plus du tout noyés de lumière. Et on a fait un facteur de 25% d'économie d'énergie. On est passé de 4200 kWh, enfin à peu près, à 3230 kWh par an. Donc c'est pas négligeable, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que en 2021, de mémoire, voilà, c'est ça, le 1er novembre 2021, cette zone-là est passée en phase d'extinction de la nuit, entre 23h et 4h30 du matin. Donc, à nouveau, un facteur d'économie d'énergie, parce que vous savez que la consommation, c'est la puissance électrique multipliée par le temps de fonctionnement. Donc, soit vous jouez sur la puissance, c'est ce qu'on a fait dans la première phase, on est passé de 100 watts à 70 watts, bon, très bien, moins 25%, et là, on a joué sur le temps de fonctionnement. Enfin, ce que vous faites chez vous, hein, quand vous coupez l'éclairage dans votre salon, je ne pense pas que vous laissez la nuit, l'éclairage toute la nuit, eh bien, vous faites des économies d'énergie. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc 60% d'économie d'énergie. Alors, concrètement, quand on est au fond d'une vallée, si on a un ancien éclairage, là c'est avant-après, c'est un petit village dans les Pyrénées, donc c'est un site d'altitude, un peu comme ici, avec des vallées. Au long, c'est une commune qui a été labellisée village étoilé. Donc auparavant, ils avaient des lampes de style avec des ampoules tombantes qui éclairaient indirectement à 45 degrés vers le haut, et on voit parfaitement la lumière émise qui éclaire eh bien, le relief aux alentours de la vallée. Vous voyez, ça éclaire jusqu'à très haut. Bon, alors les connaisseurs, vous allez retrouver la grande ours, bien sûr, hein, l'étoile polaire, la petite ours, la Voie lactée au niveau de Céphée, donc un très beau ciel, mais qui était quand même fortement dégradé. Là, on a des lampes sodium haute pression en ampoule apparente. Et là, c'est après réfection. Ils ont changé de technologie, ils sont passés sur des iodures métalliques, qui sont malheureusement plus blanches, mais, et là il y a encore un pack de matériel qui n'a pas été changé, mais vous voyez tout de suite la différence, la diffusion, la lumière est concentrée dans la zone utile. Ça c'est vraiment important. Donc si on dirige les flux vers la zone utile, tout de suite on voit la différence. Voilà, d'ailleurs sur le parc des Cévennes, ça se fait aussi, et on a vu des images qui ont été produites à distance, on voit les voilées au lointain, un avant-après 2018-2022, de mémoire, Jean-Marie me rappellera, mais on voit très bien que maintenant, les pourtours, les remontées de vallée ne sont plus éclairées grâce à la lumière qui est concentrée, et en plus, il y a des extinctions la nuit. Alors, là, c'est pour vous montrer aussi, en travail de prospective, comment le ciel va s'améliorer si on applique vraiment les préconisations de l'arrêté ministériel, des plans sobriété énergétique et de toutes les mesures que je vais un petit peu détailler par la suite qui sont appliquées en France. Parce que la France est quand même, de ce côté-là, en pole position au niveau de l'Europe sur la sobriété lumineuse, même si on ne s'en rend pas trop compte, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. Donc ça, on va dire, c'est avant, sans aucune maîtrise.
Gros éclairage, toute direction des flux, des boules lumineuses, des spots au sol, des mises en lumière sans extinction. Première maîtrise. Donc je rappelle que là on est à 10-12 km d'une ville et on regarde vers cette ville. Donc là, première maîtrise. Donc on commence à avoir des matériels qui sont à 50% ou 75% du parc qui est en direction des flux vers le bas, avec des puissances adaptées, de l'extinction nocturne ou de la baisse de puissance ou de la détection de présence. Et puis alors là, on est vraiment dans le summum, dans ce qu'on souhaite, vers l'objectif qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire que les gens qui vont se retrouver dans la ville auront toujours un éclairage utile et sécuritaire, mais par contre, on va avoir une application la plus stricte de l'arrêté ministériel. Tout à l'heure zéro, tout à la bonne température de couleur, tout à la bonne puissance, les extinctions des monuments qui respectent l'arrêté, puisqu'on doit éteindre les monuments jusqu'à 1 heure, on peut éclairer jusqu'à 1 heure du matin actuellement au maximum. Au petit matin, pas d'allumage. Ça, c'est prohibé, ça. Vous pouvez éclairer au coucher du soleil. Alors, le mieux, c'est d'éclairer 20 minutes après le coucher du soleil pour protéger la biodiversité nocturne, crépusculaire, pardon, parce qu'il y a aussi des chauves-souris, des insectes qui sont purement crépusculaires. Donc voilà, on respecte tout, on installe un maximum d'éclairage passif, on va appliquer des extinctions nocturnes dans les zones périphériques, on va installer de la détection de présence dans les centres-villes, ce qui fait qu'aussi il y a une activité, l'éclairage va se mettre en fonctionnement et s'éteindra. Et ça, on a des exemples, il y a des communes qui le font déjà. Je pense à la communauté de communes Estergy-Pontoise, où il y a tous les cas de figure. Il y a de la extinction nocturne, il y a de la baisse de puissance, de la détection de présence, il y a même de l'éclairage à la commande, au smartphone. Il y a une commune qui est complètement composée, un petit village qui est complètement composé en commande au smartphone. Donc on a fait un suivi satellitaire, et au cœur de la nuit, c'est toujours éteint. Donc il n'y a pas beaucoup de gens, au cœur de la nuit, 2 heures du matin, il n'y a pas beaucoup de gens qui sollicitent d'allumer l'éclairage public. Donc ça, c'est un objectif possible, et qui se profile petit à petit si on travaille bien le sujet. Alors, on a un outil qui est assez puissant, qui fonctionne depuis l'espace. Il y a un satellite de la NASA qui permet de faire un suivi depuis 800 km d'altitude, 700 à 800 km d'altitude. C'est un des satellites du programme NOAA, donc d'observation de l'atmosphère, des feux d'incendie. Et il y a un outil, une application qui regarde la Terre depuis l'espace. Et c'est un satellite, c'est intéressant parce qu'il est sur une orbite polaire, ok, mais surtout c'est une orbite héliosynchrone. Alors ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il passe toujours au midi solaire, du côté pile du Soleil, et il va passer vraiment du côté obscur, sombre de la Terre. Donc il passe au minuit solaire de l'autre côté. Ce qui fait qu'en France, il passe tous les jours à 2 heures du matin en été et 1 heure en hiver, parce qu'il y a un décalage horaire. Donc il peut faire des images de ce qui se passe en dessous, et on peut voir des choses très intéressantes. Et on peut faire des courbes de lumière. Donc on a cette possibilité au niveau de l'association, donc on ne s'en gêne pas du tout. Et par exemple, là je vous montre un cas intéressant. Alors là, on est typiquement dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Vous savez, couper, réduire, décaler. On a tous pris l'habitude, l'énergie est précieuse et commune là. Eh bien, cette commune-là, c'est une commune en Sologne, Miancé. Là, on est en 2022, septembre 2022, le 21 septembre, et là, le 30 septembre. La commune s'est mise à appliquer l'extinction nocturne en cours de nuit. Donc ça, on le voit clairement. Alors, on n'a pas l'image entre les deux parce qu'il y avait des nuages. Bien sûr, quand il y a des nuages, on peut pas, les données ne sont pas exploitables. Et on peut aussi en tirer des courbes de lumière. Alors là, c'est une autre commune, entre Orléans et Tours. Et là, on a fait les courbes de lumière sur une dizaine d'années, entre 2013 et 2023. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette commune, on avait sensibilisé les élus, donc au sein d'une communauté de communes, une agglomération, et là, on a déjà un premier décrochage. Donc, je rappelle, on est en nanowatts par centimètre carré, donc c'est la quantité de lumière artificielle qui est éjectée vers le ciel. Là, il y a déjà une petite baisse, assez notable. Cette commune faisait une extinction partielle. Tout était coupé, 75% du parc était coupé, il restait 25% de l'axe central, l'axe routier qui traversait sur 2 km. Donc à peu près 200 points lumineux qui laissaient éclairer toute la nuit. Leur première phase, là,
2013, eh bien là, on est dans le premier plan d'extinction nocturne des monuments. Je ne sais pas si vous en rappelez, en 2013, à l'époque, c'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement, et le président de la République, c'était M. Hollande. Donc ça remonte à très longtemps, si on peut dire, mais enfin 2013. Et donc là, eh bien, on a sollicité la municipalité d'appliquer l'extinction nocturne des monuments, donc qui coupent leur lumière la nuit, rien que pour les monuments. Donc là, déjà, première baisse. Et là, on arrive à la période Covid, et à ce moment-là, on a proposé à la commune de faire l'extinction totale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, on est passé à 100% du parc qui est coupé la nuit, et on voit, bon, on n'est pas arrivé complètement à zéro, puisque là, on est en périphérie d'une grosse ville qui continue d'éclairer, et finalement, le fond de ciel est pollué par la ville qui a 10 km à côté. Mais ça baisse un petit peu parce que l'agglomération voisine fait des efforts en termes de sobriété lumineuse. Donc petit à petit, concrètement, on voit les choses à la baisse. Donc c'est une commune qui a été labellisée village étoilé, elle est passée de 2 à 3 étoiles depuis. Donc il y a vraiment une cohérence entre l'action municipale, la qualité de la nuit et la sobriété énergétique. Alors on va se rapprocher d'ici, puisque c'est un peu le but du jeu, c'est de voir ce qui se passe à la nuée jaune, et puis du côté des Causses Noires. Donc là, je vous représente une carte couleur, enfin fausse couleur, de la pollution lumineuse. Donc là, vous avez la Méditerranée, bien sûr. Et puis ici, on est là, le Causse Noir, le Causse Méjean, Millau et la nuée jaune. Et puis on est à peu près par ici, nous. Donc effectivement, on a une zone qui est noire, c'est ce qu'on recherche. Et si on fait un petit zoom, voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a des zones très sympas. Le Causse Méjean par ici, là on a Florac, Mervez. Voilà, donc l'observatoire des pistes doit être penché par ici. Monsieur Lopez, il va nous le dire. Voilà, dans une belle zone noire, donc ça a tout un intérêt. Et ces petits villages-là, normalement, il y a des extinctions nocturnes. Alors j'ai 3 cas. Je vous parle de 3 cas. Ça c'est intéressant. Le cas 1, c'est la commune la plus proche, 340 habitants, et on voit entre 2013 jusqu'à 2025 une baisse au cours de l'année 2019 pour atteindre pratiquement l'extinction nocturne. Là, c'est le zéro, c'est là où on est complètement éteint. Donc il y a dû certainement rester des points lumineux, ou alors la commune a dû faire une extinction nocturne pratiquement totale. Il devait peut-être rester le centre-bourg ou un truc comme ça. Et là, signature directe du plan de sobriété énergétique. Vous voyez, octobre 2022, là c'est janvier 2022, là c'est décembre 2022. Octobre 2022, on baisse d'un cran et là on atteint pratiquement le zéro. Il est peut-être resté quelques enseignes lumineuses, des choses très succinctes. Malheureusement, remonté en 2025. Parce que la commune, au lieu de faire d'extinction nocturne totale, fait de la baisse de puissance maintenant. Donc les lampadaires baissent de puissance baissent de 80% pour rester à 20%. Donc voilà, c'est pas optimal. Donc la municipalité a dû certainement engager des frais pour modifier les horloges astronomiques, repasser sur les starters des matériels pour induire une baisse de puissance. Donc ça a dû leur coûter assez cher pour 2-3 personnes qui avaient certainement peur de leur ombre. Donc ils ont fait des efforts financiers et malheureusement c'est pas optimal. Alors un cas qui est très positif, c'est Vébron. C'est le petit village qui est en direction de Florac. Alors eux, effectivement, ils sont à zéro maintenant, depuis 2020. Donc là, c'est les mesures, vous savez, c'est un peu comme quand on fait du suivi d'exoplanètes, il y a plein de mesures qui sont positives, un petit peu négatives. Et là, c'est typiquement le cas. Depuis 2020, ils sont mis, voilà, il y avait une baisse, il y a dû y avoir des matériels qui ont été changés. Et depuis fin 2019, la commune est en extinction nocturne complète. Alors je ne connais pas les horaires, on n'a pas les horaires, mais c'est au moment où le satellite passe, on voit ce qui se passe, on sait juste jeter, on sait exactement ce qu'il en est. Et troisième cas, eh bien c'est Millau et son viaduc. C'est ça qui est intéressant, puisque l'avantage, c'est quand on fait ce suivi satellitaire, on peut déterminer les contours exacts de la commune et on peut travailler au pixel près sur un site. Alors le pixel près, c'est à peu près 750 mètres par 450 mètres. Donc si vous voulez cibler une usine, un château, un monument, c'est très intéressant. Alors Millau, on voit bien qu'au fil du temps, eh bien, le plan de sobriété énergétique, il est là. Bon, ils ne sont pas arrivés à zéro, mais bon, ça, on peut s'en douter. Vous avez très bien vu le halo de Millau, c'était il y a 48 heures, il y a mardi soir, on le voyait très bien, à 2h du matin. Mais voilà, donc là,
déjà, il y a une baisse au niveau de la radiance de à peu près 700, 750, ils sont passés un petit peu en dessous de 500. Et ça continue de baisser. Donc cette signature de baisse, là, c'est à dire que dans le cadre du travail du Parc national des Cévennes, ils sont en train de changer leur matériel. Donc maintenant, on a des matériels qui éclairent que vers le bas, avec des puissances raisonnées, avec des couleurs optimisées. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement de l'extinction nocturne, mais aussi une meilleure maîtrise des éclairages. Donc c'est vraiment très, très, très positif. C'est un beau travail du Parc national des Cévennes, de son travail avec les syndicats d'éclairage, puisqu'ils sont en relation avec le syndicat du Gard, le syndicat de l'Hérault, et on est aussi dans le périmètre d'une réserve de ciel internationale de ciel étoilé. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et pour le viaduc de Millau, alors effectivement, il est coupé la nuit, je ne connais pas les horaires, mais quand le satellite passe, vous voyez, il n'y a pas de mise en lumière. La mise en lumière est coupée, il n'y a pas d'éclairage du tablier, donc c'est très bien, c'est très positif. Alors, ça, on a vu des cas individuels de communes. On a eu l'autorisation de faire la traduction, là vous le trouverez sur notre site internet de la NPCN, du document qui a été réalisé par l'Agence européenne de l'environnement. Ils ont fait un document très intéressant, qui était le Centre thématique européen de la santé humaine et environnementale. Donc il y a ce suivi satellitaire qui a été réalisé sur l'ensemble de l'Europe. Et là, vous avez un visuel des évolutions positives, plus de lumière ou moins de lumière. Et c'est codé par ces codes de couleur verte ou orange. Alors, beaucoup de vert au niveau de l'Islande et puis des pays nordiques, parce qu'il y avait des phases d'aurore boréale. Donc ça a induit un peu le système en erreur, donc vous faites abstraction de la partie nord. Par contre, la partie centrale, l'Espagne, la France, la Turquie, typiquement, ils sont partis de rien, donc il n'y avait peut-être pas d'éclairage, puis j'avais rajouté quelques points lumineux par-ci, par-là, donc globalement, là, ils sont en positif. Hein, c'est la tendance, hein, ça vous montre la tendance. Et qu'est-ce qu'on voit? La France est dans une super bonne tendance à la baisse. Ce sont des mesures qui ont été réalisées entre 2014 et 2020, donc avant le plan de sobriété énergétique de 2022. Donc la France est encore mieux que ce qu'on voit. Voilà, je vous ai fait un petit zoom. Donc vous voyez, globalement, il y a des régions qui ont super bien joué le jeu. Et on voit la tendance est vraiment baissière. Et identique pour la Suisse. La Belgique a aussi de la tendance à la baisse. Et inversement, l'Espagne. Alors l'Espagne, il y a une double tendance. Il y a des endroits qui baissent, il y a des endroits qui montent. Voilà. Donc c'est le juge de paix, on peut vraiment savoir ce qui se passe. Et on a aussi les données. Donc vous allez sur le site de l'association, vous retrouverez ces données-là. En plus, il y a des synthèses sur les aspects de santé humaine, des synthèses sur la biodiversité. Donc c'est un gros travail de traduction française. D'ailleurs, on l'a même remonté auprès du ministère de l'Environnement, du ministère de la Santé, parce que ça, ils sont vraiment très intéressés. Il y a aussi des zooms sur des régions. Donc là, les codes couleurs sont un petit peu différents, mais c'est le même principe. Et vous voyez, la région parisienne, vers le cœur, je veux dire, Paris fait des efforts, mais la couronne, c'est l'inverse, c'est en augmentation. Donc là, c'est certainement une augmentation, parce que ça doit être le nombre de points lumineux qui ont été rajoutés. Enfin, c'est naturellement entre guillemets, c'est une augmentation des lampadaires en nombre. Alors, on va s'approcher d'un sujet qui va peut-être vous intéresser aussi. C'est notre label des villes et villages étoilés, hein, qui a commencé en 2009, dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. On avait proposé auprès du ministère de créer cette distinction auprès des communes. C'est-à-dire que les communes qui sont vertueuses en énergie, en consommation d'énergie, en lumière injectée, tout ce que j'ai un peu développé auparavant. Là, c'est la carte de France des 722 communes qui ont le label actif actuellement. Puisque c'est un label qui est sur une durée de 3-4 ans et qui est reconduit tous les 2 sessions. Donc les communes de 2017, là, doivent reparticiper pour maintenir leur label. Donc on est déjà actuellement parti sur 722 communes. Donc les communes devaient s'inscrire à partir de 12 juin 2024. Donc là, c'est clos pour l'instant. On a pratiquement frôlé les 1000 communes inscrites. On a fait toute une série d'édépouillements. Et donc les critères, la commune s'inscrit, crée un compte, une petite participation astronomique de 50, gratuité pour les communes de moins de 200 habitants, et une participation de 50 à 400 € selon la taille des communes. Donc ça reste assez succinct.
Parce que nous, l'association, on fait un travail bénévole, mais il y a des choses qui ont un coût. Hein. Les serveurs, les gestionnaires informatiques, ça coûte, donc il faut pouvoir les payer. Et là, je vous montre la physionomie des communes qui sont candidates. Alors, c'est pas toutes celles qui vont être labellisées, mais voilà, c'est l'ensemble des communes qui postulent actuellement, et ainsi que une distinction qu'on a créée la dernière édition, la précédente édition, en 2019, on a créé le label des territoires de villes et villages étoilés. Donc ça, c'est en direction des parcs naturels, des communautés de communes, voire des communes nouvelles. En France, il y a des communes nouvelles, vous savez, c'est les associations de communes, avec des communes déléguées, et qui créent un ensemble, une commune nouvelle. Il y a des régions de France où on a des communes nouvelles avec une dizaine d'entités. Donc c'est une mini-agglomération, une mini-comcom. Donc actuellement, on a 17 communes qui postulent, 17 territoires de villes, villages étoilés qui postulent, donc soit des parcs naturels, soit des agglomérations, et aussi, on va avoir, là, c'est la petite ellipse jaune que j'ai montrée là-haut, on va avoir des communes extra-frontalières. On devrait avoir des communes belges qui vont être labellisées dans le cadre de villes et villages étoilés. Et en l'occurrence, c'est les communes qui sont de l'autre côté de la frontière des Ardennes. C'est le parc naturel de la Vallée de la Semois. Et donc il y a 8 communes, et sur les 8, il y en a 5 qui postulent. Et toutes font l'extinction de cours de nuit, même en Belgique. Mais à 50%. Il y a 50% du parc qui est coupé à la nuit, enfin à peu près. Et en Corse, là c'est pareil, on va avoir un beau groupe de communes qui sont labellisées. Alors un petit zoom sur la région qui nous intéresse, hein, dans le sud de la France. Donc j'ai remis la flèche qui représente la Nuéjole, où on est. Et puis effectivement, il y a aussi beaucoup de communes du côté de l'Hérault qui postulent. Bon, il y a une petite moitié qui devrait être labellisée, parce que certaines ne sont pas allées au bout de la démarche. Et puis, vous voyez, il y a des endroits, il y a une grosse concentration, parce qu'on a des parcs naturels qui sont moteurs, qui sont très intéressés par la démarche, puisque dans le cadre des villes et villages étoilés, on a créé des partenariats. On avait déjà des partenaires établis, et moi j'ai travaillé sur le fait d'avoir des nouveaux partenaires, en l'occurrence l'Office français de la biodiversité. Bon, c'était un peu pas complexe, mais plus long à obtenir, mais ça rend très intéressant. Donc ça, c'est la partie, on va dire, environnementale, et aussi un autre partenaire nouveau, qui est la Société astronomique de France. Ça, c'est pour la partie ciel étoilé. Voilà, donc ma conclusion, c'est que la vie a besoin de la nuit a besoin de nous. Je représente l'ensemble des partenaires des villes et villages étoilés. Donc l'action est large, hein, est commune, mais c'est au niveau de la communauté des astronomes amateurs, des gens qui s'intéressent à la nuit, de s'investir. On est dans une dynamique qui est vraiment très positive, qui est nettement plus positive qu'il y a 10-20 ans, où là c'était très compliqué d'aborder ce sujet. Là on a une dynamique de sobriété énergétique qui est vraiment importante, de protection de la biodiversité. Donc rencontrer un élu maintenant, c'est pas quelque chose d'insurmontable, et c'est d'autant plus facile qu'il y a une écoute et un accueil qui peut être présent, parce que les gens veulent faire des économies d'énergie. Et puis, il va falloir encore plus faire d'économies d'énergie, parce que l'énergie va encore augmenter prochainement. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le cadre de la loi de finances, l'État va donner à EDF la possibilité de revendre son énergie qui était décarbonée, mais il y a une partie de son énergie qui était revendue à la concurrence au prix coûtant. Non, maintenant, donc, il va le revendre au prix du marché. Donc le mégawattheure qui était à 42 € le mégawattheure va passer à 72 ou à 82 € le mégawattheure. Donc ça, il y aura une répercussion sur les autres entreprises qui revendent l'énergie. Donc ça va avoir une répercussion vers le particulier, vers les industries et vers les communes. Là, c'est sûr et certain. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses particulières. Je reste à votre disposition. Merci. J'ai une question. La majorité de la pollution lumineuse est quand même générée par les grandes villes. Quel est ton impact sur les grandes villes? Quel est l'impact des grandes villes, sur les grandes villes? Non,
quelle est ton action? Est-ce que ton action a eu un résultat au niveau des grandes villes? Tu nous as montré le centre de Paris. Oui. Est-ce que les autres villes... Ah oui, oui, on peut prendre l'exemple de Strasbourg. C'est la plus grande ville qui a été labellisée ville étoilée, hein, parce que là, c'est le label ville et village étoilé, donc c'est pas cantonné qu'aux petits villages, hein, c'est tout le monde confondu, et c'est un label qui n'est pas fait que pour les zones naturelles. C'est ça un peu le but, hein, c'est les villes à leur niveau peuvent s'investir. Strasbourg a été labellisée ville étoilée, une étoile, parce qu'ils ont eu une action sur leur patrimoine lumineux, donc les mises en lumière. Et ils ont aussi une démarche d'économie d'énergie, d'extinction nocturne sur les zones périphériques. Et là, ça leur a mis le pied à l'étrier. Maintenant, ils sont aussi dans une phase où ils commencent à vraiment changer leur parc de matériel vers un matériel qui est vraiment sobre et qui éclaire vraiment que vers le bas. Mais vous imaginez qu'une ville comme Strasbourg, le parc est énorme en matériel. Donc ça coûte très cher, donc ça se fait petit à petit. Donc les communes, les grosses communes, il y a certaines communes qui font une action sans qu'on soit en relation avec elles. Je pense à Cergy-Pontoise, la Comcom Cergy-Pontoise, puisqu'ils postulent en tant que territoire de ville et village étoilé. On a eu accès à leurs données techniques de matériel et de gestion, de pilotage de leurs extinctions ou de baisse de puissance. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est même en ligne, à la rigueur, si vous voulez. Des fois, on fait des recherches toutes simples. On a les données au niveau des communes, on a au niveau des grandes communes qui délivrent leurs données techniques, on peut les retrouver. Mais franchement, voilà, les grandes communes s'y mettent aussi. Voilà, mais ça sera certainement plus long. Et elles y sont un petit peu contraintes aussi par le coût de l'énergie. Effectivement, si on revient en arrière dans le futur, qu'on a une énergie qui devient gratuite, ça sera certainement plus compliqué. Ce ne sera que l'aspect biodiversité qui sera pris en compte. Donc il faut bien comprendre que les communes agissent sur deux grands volets pour les grosses communes, l'énergie, la biodiversité. Et puis maintenant, prise en compte de l'aspect qualité de la nuit pour les riverains. La nuisance lumineuse qui rentre dans les chambres à coucher. Effectivement, je voudrais apporter un témoignage dans ce sens. La communauté des agglomérations de Montpellier, Nîmes, Millau et Alès se sont regroupés dans ce sens pour justement éviter de déverser leurs poubelles lumineuses en direction de la Lys. Récemment, il y a eu un accord avec une signature. Ça s'est passé là, cette année, et ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience que la pollution lumineuse était un facteur et avait un impact majeur sur la biodiversité. Donc, ces communautés travaillent sur des trames noires, des trames, etc., trames vertes plutôt. Et donc là, ils vont faire en sorte que, voilà, diminuer leur impact dans ce sens-là. Alors ce sera long, mais il faut savoir que déjà Montpellier pratique de l'extinction de grandes avenues, enfin, surtout des avenues, tu sais, de circulation. Oui, les grands axes, au niveau des grands axes. Oui, oui, des axes routiers, et ça a déjà un impact. Ça a déjà un impact, ce qui permet de développer ensuite l'extinction dans les communautés environnantes. Alors pour revenir au sujet des grandes villes, aussi, les grandes villes exploitent la législation, parce qu'on a l'arrêté ministériel sur les nuisances lumineuses de décembre 2018, on a le plan de sobriété énergétique qui est plus récent d'octobre 2022, donc c'était sous Madame Borne, qui était première ministre à ce moment-là, mais on a quand même d'autres choses qui sont un peu récentes. On a les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, on a les PLUI, plan local d'urbanisme, on a les SDAL, les schémas directeurs d'aménagement lumière, on a les ABC, Atlas de la biodiversité communale, on a les TVB, les trames vertes, bleues et noires aussi. Donc nous, la NPCN, on est acteur des TVBN. Voilà, dernièrement depuis 2024. Et dernièrement, on a aussi les TEN, les territoires engagés par la nature. Donc c'est quand même beaucoup de choses s'il y a une volonté politique de tendre vers une sobriété,
lumineuse, énergétique, mais sans pour autant retourner à l'âge de pierre. Hein. C'est pas de la, comme on dit, de l'écologie punitive. Hein. C'est une meilleure lumière qui est moins agressive. Et puis il y a même aussi au niveau du transport, là dernièrement, dans le cadre des réglementations des activités professionnelles, sur les sites industriels, que les sources devront être remises à l'horizontale, parce que quand vous êtes sur une plateforme logistique et que le chauffeur de poids lourd doit faire une marche ligne arrière pour rejoindre le quai, si les spots ils sont inclinés à 45 degrés, il est complètement ébloui, dans ses rétroviseurs on ne voit rien du tout. Donc voilà, il y a une importance aussi, on se rend compte que l'éblouissement, ça n'a aucun intérêt, et donc il faut, comme je montrais sur l'image tout à l'heure, remettre les sources à l'horizontale. Il y a des choses très simples en réalité, sans pour investir des sommes monstres, hein, astronomiques, hein, parce que ça coûte vraiment très cher tout ça. Il y a la consommation, mais il y a la maintenance. Et donc, sans pour l'instant investir des sommes importantes, on peut faire une rénovation intelligente et à somme toute assez facile d'accès. Oui, et là, bon, je voudrais dire aussi une chose, c'est que travaillant pour le comité au sein de la RIS, eh bien, on va essayer maintenant d'intervenir surtout auprès des particuliers. À savoir que toute cette réglementation qui existe actuellement, eh bien, malheureusement, elle n'est pas respectée et mise en œuvre au niveau des particuliers. Hein, l'extinction des bureaux après une heure. Oui, ça date de 2013. Ça a commencé en 2013. Ça, Bureau, vitrine, façade, voilà, qui a été repris en 2018. Ça n'est Ouais. pas appliqué. Ouais. Les Pas assez appliqué. Privés, les éclairages privés également. Hein. Voilà, enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que eh bien, l'action va se porter maintenant au niveau des entreprises, des parcs d'activité qui ne respectent pas cette réglementation qui existe depuis, comme tu le dis, 2013, revue en 2018. 2018. Mais Voilà. bon, on a des cas concrets d'entreprises. Je pense par exemple à Suez. Alors Suez ont plein de sites en France, hein, c'est recyclage, traitement des eaux, ordures, enfin ménagères, des choses comme ça. Ou aussi un groupe qui est un peu plus restreint, c'est Chavigny, qui est dans la région plutôt nord-ouest, voilà. Et ils sont vraiment dans une mouvance de sobriété, vraiment en même temps pour économiser d'énergie, mais pour avoir le moins possible d'impact. Et c'est des entreprises, on pensait que ça allait être compliqué avec elles, mais finalement, c'est assez simple. Ouais, Voilà, parce qu'ils ont pris conscience et ils ont une volonté de bien faire. Oui, ben, Parce qu'il y a des groupes RSE, il y a des groupes responsabilité sociétale et environnementale dans les entreprises, et c'est un sujet qu'ils prennent à bras le corps et qu'ils veulent absolument mettre en application. Voilà. En fait, tout ça, ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut effectivement faire des démarches, se déplacer, les rencontrer, discuter avec eux. Et comme tu le dis, en général, ils sont très compréhensifs, ils saisissent hein, la réalité du problème de la pollution lumineuse. Et donc, on n'a jamais pour l'instant rencontré de gens qui sont réfractaires à ce genre de choses. Donc, tout va pour le mieux et dans le bon sens, comme le dit Christophe. Voilà. Il y a une autre question. Oui, là-bas. Oui, quand il y a un arrêté, merci d'abord pour l'exposé intéressant et pour les actions faites. Quand il y a un arrêté municipal justement pour l'extinction nocturne, est-ce que les lotissements qui éclairent peuvent être contraints à éteindre ou pas? Ah oui, c'est une bonne question ça. Oui, parce que l'arrêté municipal, c'est pour l'éclairage public. Alors effectivement, les lotissements, si c'est un lotissement privé, là on rentre dans le cadre de l'arrêté ministériel. Donc dans le lotissement privé, on aura obligation d'avoir un éclairage que vers le bas. Et la solution, parce que souvent dans les éclairages privés, c'est les parkings, et les gens ont peur pour leur véhicule. Donc une solution, c'est de proposer au privé d'installer de l'éclairage par détection de présence. C'est-à-dire que ça va s'allumer que s'il y a quelqu'un qui vient. Et là, on allie les deux mondes. On va allier le monde de la sobriété énergétique et d'un éclairage qui sera en fonctionnement que quand on en a besoin. Donc maintenant, on a comme des solutions techniques pour... parce qu'avant, c'était plus compliqué. Les lampes à décharge, ça ne pouvait pas s'allumer, s'éteindre. Voilà. Alors, la question sur l'arrêté municipal, je ne sais pas si le maire peut contraindre un site privé à l'extinction. Il peut peut-être leur proposer,
voilà, rencontrer le syndic de copropriété, parce que dans ce cas-là, c'est un syndic de copropriété qui doit gérer l'éclairage public, privé, et leur proposer de se mettre en adéquation au travail de les municipalités. C'est peut-être possible, hein, c'est peut-être possible. Mais par contre, effectivement, la municipalité, elle a tout intérêt à créer, à signer, à créer son arrêté municipal d'extinction de la nuit. Donc le conseil municipal de telle commune s'est réuni, telle date. On a des documents types hein, qu'on peut fournir, c'est simple, hein. C'est simple, hein. Et puis ça se fait... Et puis après, on envoie au préfet, et la population est tout à fait au courant de ce qui se passe. Comme ça, le maire est protégé s'il y avait un accident la nuit ou quelque chose comme ça, voilà. Et d'ailleurs, même dans l'extrême, l'éclairage public n'est pas obligatoire. On peut avoir une ville sans éclairage, on n'est pas contraint d'avoir un éclairage en fonctionnement. Il faut que l'éclairage, par contre, soit électriquement dans les normes. C'est-à-dire que quand il est éteint, quand il est en fonctionnement, il ne faut pas qu'il y ait problème de mise à la terre, quelqu'un se trouve électrocuté en touchant le matériel quand il est en fonctionnement. Donc ça, c'est un autre aspect. Voilà, mais donc, pour l'arrêté municipal, je ne peux pas confirmer à 100% cet aspect du lotissement. Voilà. Mais le lotissement, généralement, en région parisienne, souvent ça reste salué, hein, mais en province, souvent, il y a une extinction. Ouais. Oui, une autre question ? La détection de présence, on peut les passer c'est pas top parce que quand on sort avec son télescope, on peut le merci. Ah oui. Ouais. Non, ma question c'était par rapport à la labellisation des villages étoilés. En fait, c'est déclaratif sur le site, la commune postule. Je pense que c'est eux qui saisissent les informations sur les éclairages qui ont changé, les types d'éclairages qui sont mis en place. Mais est-ce qu'au moment de la labellisation, il y a des contrôles qui sont organisés par l'association ou est-ce que c'est juste déclaratif et non contrôle ? Alors, c'est un déclaratif par la commune. Il y a un contrôle pendant la phase d'inscription à la commune. Donc on peut vérifier par suivi satellitaire, on peut vérifier par des images de véhicules, vous savez, une Google spéciale qui se déplace dans les rues, on peut voir les matériels installés. On a des correspondants qui peuvent vérifier. On pose des questions, puisqu'on a le contact de la municipalité. Quand une commune s'inscrit, on demande à ce qu'il y ait un référent que cette personne est en contact exactement. Donc on va contacter cette personne et on va lui poser des questions parce qu'il peut y avoir des incohérences dans certaines informations. On va lui demander de nous envoyer des photos particulières. Et donc comme ça, on a exactement une visu de son parc d'éclairage. Et c'est intéressant parce que les communes qui sont labellisées et celles qui vont être labellisées, pour certaines, découvrent leur matériel. Ils se rendent compte que ça leur coûte une somme astronomique. Et il y en a, c'est impressionnant. Donc ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est quand même très important. Et après, on leur demande à qui vous avez la maintenance. Est-ce que c'est un syndicat d'éclairage? Est-ce que c'est en régie? Est-ce que c'est la communauté de communes qui s'en occupe? Ou est-ce que c'est le petit électricien du coin qui va s'occuper de l'éclairage? Donc il y a pas mal de choses qui sont prises en compte. Voilà, donc c'est du déclaratif, mais surveillé. On regarde ce qui se passe. On essaie de se renseigner. Et par exemple, il y a des communes qui sont labellisées, qui étaient labellisées en 2017. Arvieux, dans l'Aveyron, Arvieux va perdre son label parce qu'ils n'ont pas reconcouru. Donc ils perdent par non, ils n'ont plus postulé. Voilà. Ah, peut-être que oui, il y a des communes, peut-être qu'ils sont restés à l'identique, ce qui était auparavant. Mais nous, on reste rigoureux de ce côté-là, il faut reparticiper. Oui, ça sera la prochaine session, on ne sait pas quand exactement, parce que c'est un gros travail pour nous, bien sûr. Voilà. Et puis pour les éclairages et la détection de présence, oui, effectivement, ça gêne quand on est... Mais bon, si en plus l'éclairage il est remis à l'horizontale dans les règles de l'art et qu'il déclenche, c'est un moindre mal, c'est sûr. On peut pas demander l'extinction complète, quoi. Parce que c'est une activité, une activité industrielle ou une activité, je sais pas, c'est le boulanger qui va arriver sur son parking, quelque chose comme ça. Voilà, on peut pas interdire l'activité humaine, c'est sûr. Mais bon. Bientôt à la place de Google Street View, tu pourras utiliser Panorama. Oui. Alors oui, je remercie OpenStreetMap parce que vous avez vu les cartes des villes et villages étoilés qui étaient représentées. C'est réalisé avec OpenStreetMap. Vous voyez, voilà, ça c'est des cartes qui sont très intéressantes. Petite remarque, je voulais te dire en haut, mais bien que tu marques en bas OpenStreetMap. Oui. Pas mes contributeurs quand tu utilises une carte.
J'étais assez concentré dans le PowerPoint, j'ai oublié, j'ai zappé ce petit truc-là. Mais quand ces cartes-là sont visibles sur le site de la NPCN, enfin la précédente, et il y a bien marqué OpenStreetMap en bas, hein, ça c'est sûr et certain. Là c'est un défaut de ma part parce que j'ai fait un zoom et c'est un peu compliqué. Alors, première question, est-ce qu'il y a des... J'ai été en retard tout à l'heure, je n'ai pas vu le début de la conférence, mais est-ce qu'il y a des communes qui sont inscrites et qui ont fait une marche arrière du fait de la pression de la population? Parce que c'est une éducation, je pense à la population, regarder le ciel, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui s'en fichent. Le ciel, ils sont vraiment très nombreux et qui poussent le maire à faire marche arrière. Donc je pense que dans un premier temps, c'est une éducation de la population et la population pourra faire pression auprès des maires. Et ensuite, deuxième partie de ma question, est-ce que vous envisagez de profiter des éclipses qui vont se dérouler là en Espagne? Je ne sais pas, parce que au niveau d'Espagne, et puis pour au moins initier les personnes qui sont au niveau des Pyrénées, petites communes ici, au ciel. Comme ça, ils comprendront bien pourquoi ils sont sensibilisés aux éclipses, ils sont sensibilisés au ciel, ils comprendraient bien pourquoi les maires de leur commune décident d'éteindre les lumières. Oui, d'accord. Voilà, la première question, je peux vous répondre. Il y a vraiment très peu de communes qui vont en marche arrière. On a une qui est inscrite, et pendant sa phase d'inscription, on a découvert, parce qu'on a une revue de presse très pointue au niveau des correspondants de façon hebdomadaire, qu'on renvoie au niveau des adhérents tous les trimestres à peu près actuellement, depuis. Et donc, on a détecté une commune qui est proche de Bordeaux, qui s'appelle Bruges. C'est pas Bruges en Belgique, hein, c'est Bruges en 33. Ils sont inscrits, c'était en phase d'extinction nocturne, et on a pris par voie de presse qu'ils avaient abandonné l'extinction en cours de nuit. Ou qu'ils avaient... Oui, parce que Bordeaux a fait une grosse marche arrière, suite à la pression d'une toute petite minorité, des gens qui avaient peur la nuit, donc c'est tout le monde qui paye, de remettre l'éclairage. Alors, au lieu de faire une extinction, je crois qu'il faisait du minuit, 5h du matin, maintenant il doit faire 2h, 4h. Donc c'est complètement invisible. Et Bruges, qui est juste à côté, ils sont lancés à faire de la baisse de puissance. Donc, ils ont, de mémoire, ils ont mis leur matériel, ils sont en phase de mettre leur matériel en heure zéro, avec une meilleure puissance. Donc ils vont gagner des points d'un côté, mais ils vont bien en perdre de l'autre. Donc je ne sais plus au final ce que ça va donner, enfin, je regarde leur dossier technique. Mais voilà, mais de mémoire, dans les communes labellisées, moi je connais que celle-ci de mémoire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors après, pour les communes des Pyrénées, pour l'aspect de l'astronomie par rapport à l'éclipse, hein, c'est ça? Voilà, des éclipses pour relancer une dynamique autour de regardons le ciel. Eh ben moi je pense que là c'est aux associations, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre association nationale, on a des personnes morales qui sont adhérentes à l'NPCN. On a 120 personnes morales, on a 61 associations, donc là s'il y en a des gens qui sont dans des associations qui sont adhérents de la NPCN, merci à vous. Donc on a 61 associations qui sont adhérentes à la NPCN et on a 59 communes qui sont adhérentes. Voilà. Et donc je pense que c'est... Bon, nous on fait notre effort, mais il faut aussi que les associations et les clubs profitent de cette dynamique pour rencontrer leurs élus, leur proposer des animations sur le thème de la nuit, et en même temps dire, tiens, faites l'extinction nocturne, nous on vous propose une animation sur les étoiles, ils peuvent travailler avec une association sur les chauves-souris, sur les chouettes, de faire quelque chose d'une dynamique qui permette de redécouvrir la nuit, donc que ce soit positif. C'est comme si se fait sur la RIS, hein, sur cette zone des Cévennes, et ailleurs en France, d'être positif sur la nuit. C'est pas quelque chose de négatif, le noir, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qui est bon pour l'économie, qui est bon pour limiter la consommation d'énergie. Donc voilà, nous, à notre niveau, on essaiera de faire quelque chose. D'ailleurs, on avait même travaillé au printemps de l'année dernière, dans le cadre des Jeux Olympiques, il y avait une entreprise qui avait projet d'installer des faisceaux lumineux laser dans les Pyrénées, du côté de Perpignan, là, d'aller éclairer, d'emmener des groupes électrogènes dans la montagne pour alimenter des faisceaux pour éclairer. Et c'était autoproclamé partenaire de la flamme, du parcours de la flamme olympique. Donc on a su ça, on en a parlé à la LPO, puisqu'on a un partenariat avec la LPO,
qui en a parlé au ministère de l'Environnement, et puis localement des associations qui se sont regroupées dans un collectif qui s'appelle le collectif des Isabelles, c'est un papillon nocturne, et le préfet, on lui a demandé de faire appliquer l'arrêté ministériel, de respecter la loi, donc interdiction d'installer faisceaux laser pour éclairer le ciel pendant une nuit. Donc vous voyez, il peut y avoir une action nationale couplée à une action de terrain local, régional. De rien. Et j'avais deux questions. La première, il faut me confirmer bien qu'un maire est dégagé de ses responsabilités après l'accident s'il fait un arrêté municipal d'extinction de sa commune. Oui. Voilà, s'il y a un accident routier, que quelqu'un attrape un accident ou va impacter un lampadaire, j'ai un arrêté municipal, je pratique une extinction nocturne, la population est au courant, voilà. Le maire sera protégé grâce à son arrêté municipal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut le faire. Celui qui fait une extinction de nuit, qui n'a pas d'arrêté municipal, là, il peut être embêté s'il y a quelque chose qui se passait. Et deuxième question, en cas d'un maire qui refuse d'arrêter l'éclairage de l'église ou des bâtiments municipaux, oui. Quels sont les moyens d'action, mis à part le lance-pierre? Ah oui. Oui, donc le maire, il doit respecter l'arrêté ministériel des extinctions la nuit. Donc, s'il y a une mise en lumière de l'église, donc je pense qu'il faut le rencontrer, dialoguer avec lui poliment, gentiment, lui dire là, il faut que ça soit coupé la nuit, et puis jusqu'à soit allumé jusqu'à 1h du matin. C'est déjà énorme dans un petit village, parce que 1h du matin, ça a été choisi en 2018 par des Parisiens. C'est sur Paris que ça a été décidé. Alors 1h du matin à Paris, c'est peut-être tard, mais en province, c'est très tard, quoi. Donc, et quand le maire ne veut rien entendre? Ah oui. Un courrier au préfet. Un courrier au préfet pour lui demander qu'il fasse respecter l'arrêté ministériel par l'élu de cette commune. Après, ça peut être conflictuel après. Mais il n'y a que l'église qui n'est pas coupée, l'éclairage public est coupé, mais l'église reste éteinte. Non, c'est une vraie catastrophe. L'église est allumée, il a mis des dizaines de lampadaires autour du cimetière. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas lui qui paye l'énergie, c'est ça qui est bien, c'est les contribuables qui payent l'énergie. Et il y a également un magasin de meubles qui reste allumé toute la nuit. Oui. Là, c'est du domaine privé, Oui. mais il doit quand même éteindre. Oui. Alors il doit respecter l'enseigne lumineuse doit être coupée, les parkings. Parce que oui, l'intérieur pareil. Bureau, vitrine, façade, enseigne, publicité, parking et jardin, parking semi-couvert, parc et jardin, chantier. Il y a une réglementation. Vous allez sur le site de l'association, on a fait des infographies là-dessus. Et dans ces cas-là, c'est le préfet qui est... Dans l'extrême, oui, ça va faire remonter au préfet. Ou alors de voir la strate supérieure de la commune, c'est l'intercommunalité. C'est de voir avec le président de la Comcom. Pourquoi pas? C'est lui qui a installé justement tous ces... Parce que le maire, il est aussi président de la Comcom. Oui, alors là, c'est un peu... là, c'est... Ah oui, là, c'est le préfet, quoi. Là, il a attaqué une grosse montagne, là, effectivement. Et ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Si les élus ne respectent pas la loi, où va-t-on? Ouais. Je pense que l'aspect énergétique, avec l'énergie qui augmente, c'est peut-être ça qui pourrait faire basculer dans le bon sens. À mon avis, c'est ça, oui. Oui, mais en fait, ça donne vraiment un exemple... Un mauvais exemple. Très mauvais. Ouais. Bon, si les élus ne respectent pas la loi, ils ne la font pas appliquer. Donc après, il ne reste que la justice. Ouais. Et c'est sur quelle région? En quelle commune? Du côté d'Avignon, d'accord. Et ce qui se développe aussi, c'est les énormes télévisions de publicité. C'est des énormes écrans qui peuvent faire 3 mètres carrés, qui font la pub pour le carrossier du coin, pour la boulangerie, qui tournent à longueur de mur. Et est-ce qu'il y a une réglementation là-dessus? Eh bien non, justement parce que les écrans de télévision qui sont détournés dans les vitrines quand l'arrêté ministériel de 2018 a été promulgué, on n'avait pas ça. On n'avait pas les écrans qui ont été détournés de façon publicitaire, on n'avait pas les grands panneaux multi-LED en extérieur, on n'avait pas le sujet des serres qui sont éclairés. Ça, c'est les trous dans la raquette. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire remonter aux députés qui nous ont auditionnés, les oublis. Mais bon, voilà, c'est en cours, quoi, si on peut dire. À peu près 11 à 12 millions, 12 millions de points lumineux et à peu près 3 millions d'enseignes lumineuses en France, rien qu'en France. Bon, c'est bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir... Bien, voilà. Merci.
mise à jour sur le sujet.